Merci beaucoup de votre très aimable présentation et vraiment je suis très remerciant pour l'Université Laval et plus particulièrement pour à l'Institut d'études anciennes et médiévales pour cette invitation. Et donc je voudrais traiter avec vous un sujet qui est normalement qui a connu beaucoup de transformations dans les dernières années à cause de l'accumulation des découvertes archéologiques. Et ça contribue un peu à bousculer notre image traditionnelle sur l'organisation de l'État, sur l'organisation du pouvoir et même les relations internationales de l'Égypte au troisième millénaire avant notre ère. Donc je voudrais tout d'abord commencer avec cette image où vous pouvez voir à peu près le travail fait par nos collègues et spécialistes de la géomorphologie, etc., qui nous montre bien comment, même jusqu'à 4000 avant notre ère, le Sahara, tous les Sahara, a connu une période de pluie à cause du monsoon, et donc avec l'existence des grands lacs. Surtout, vous voyez par exemple ce qu'on appelle les mégalacs Chad, à peu près c'est 2 fois les dimensions de l'Allemagne. Et donc, ce qui veut dire finalement que c'était un espace très vaste, mais qui pouvait être traversé très facilement. C'était un grand espace formé surtout par des steppes, etc. Donc, il y a des populations qui se déplacent, qui ont laissé leurs marques sur les rochers un peu partout. Et parfois, à proximité de l'Égypte, on trouve des vrais sanctuaires, peut-être qui vont jusqu'à 4000 avant notre ère, comme celui à gauche, par exemple, c'est ce qu'on appelle la grotte des bêtes. C'est-à-dire c'est un centre où les gens sont apparemment dévorés par une espèce de bêtes sans tête. On ne connaît pas très bien ce que tout cela veut dire. Il y a certains égyptologues qui ont essayé de le rapprocher avec des mythes très anciens de l'Égypte, comme si c'était une espèce de précédent. Mais en tout cas, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une espèce de culture plus ou moins commune, faite de déplacements saisonniers entre des gens qui habitent normalement dans les déserts, qui se déplacent vers la vallée du Nil, qui retournent ensuite vers l'habitat normal, etc. Mais en tout cas, cette idée de mobilité est vraiment cruciale pour comprendre à peu près ce qui se passe en Égypte. Une autre découverte, c'est que finalement, il existait une culture pastorale commune à l'Égypte et à la Nubie. Enfin, la Nubie, c'est la partie nord du Soudan actuel. Donc, ce sont des populations aussi qui se déplacent, disons, verticalement, tout au cours de la vallée du Nil. Et cette idée de mobilité implique donc qu'à la différence, par exemple, du néolithique d'autres régions du Proche-Orient, les gens doivent avoir une culture matérielle portable. C'est-à-dire, ce n'est pas des maisons, ce n'est pas vraiment des villages stables, etc. Et donc, finalement, comme la mobilité est tellement importante, on va donner beaucoup d'importance à la parure corporelle. Ce n'est pas tellement l'effet d'accumuler des objets, mais de montrer sur soi-même les signes parfois de la richesse, du prestige, etc. Donc vous allez trouver par exemple des représentations anciennes des tatouages, des escarifications et tout. Évidemment, il y a des colliers. Il y a, comme vous voyez à droite, des palettes utilisées pour cracher des pigments qui ensuite on mêlait avec de l'eau ou des résines et on les appliquait sur le corps. Comme la mobilité est très importante, ça veut dire que les groupes humains aussi vont revendiquer le contrôle du territoire. Et parfois, pour marquer leur empreinte sur un espace précis, on va utiliser finalement les cimetières et pour marquer vraiment, pour constituer des paysages, disons, très visibles à très longue distance, pour dire, attention, c'est ici que mon groupe humain habite et réclame ce pâturage ou cette route de transhumance. Ici, par exemple, j'ai indiqué une tombe qui fait, il y a des centaines de milliers au Sahara. Normalement, ce sont des tumulus. Mais les tumulus, avec l'érosion terrible du Sahara, finalement, il ne reste que la base en pierre. Mais il faut imaginer un paysage assez consistant, fait de tumuli. Évidemment, et comme je le disais avant, il y a toujours cet art rupestre qui sert également à marquer des espaces. C'est-à-dire que le groupe humain se reconnaît avec certains signes et réclame donc le contrôle d'un territoire très, très commun. Et l'importance finalement de la mobilité veut dire que la notion de frontières est à réviser. C'est-à-dire, normalement, quand on a étudié l'Égypte ancienne, on a tendance à appliquer de manière rétrospective notre idée, par exemple, de l'organisation d'un État. C'est-à-dire un État sur la base de l'État moderne. Des frontières très claires, très définies. Il y a un pouvoir central qui réclame la souveraineté sur cet espace.
Et parfois, c'est vrai que l'idéologie pharaonique vient finalement confirmer d'une certaine manière cette idéologie. Vous voyez ici, par exemple, à gauche, une image absolument typique c'est-à-dire les pharaons qui écrasent l'ennemi étranger. Ici, c'est une représentation à peu près de 2100, de 2900 avant notre ère. Et à droite, c'est une image de Ramsès II, c'est 1250. Vous voyez qu'à peu près l'image, le symbolisme reste le même dans la culture pharaonique pendant des millénaires. Et donc, les pharaons sont très fiers quand ils proclament voilà, qu'ils dominent, qu'ils contrôlent un espace territorial très net, qu'ils protègent les frontières et qu'ils écrasent les ennemis. La réalité était tout à fait différente. On sait que vraiment, il y avait beaucoup de pasteurs, des populations pastorales qui traversaient tout le temps les frontières de l'Égypte, qui parfois s'établissaient à l'intérieur du pays, ce qui donne lieu à des interactions assez complexes. Et d'autre part, on peut voir par exemple dans cette carte comment l'Égypte, parfois on conçoit les pays comme un territoire homogène, uniforme, agricole. Mais à l'Antiquité, surtout au IIIe millénaire, il faut le comprendre surtout comme une espèce de patchwork, de mélange finalement de régions, et chacune avec des particularités, des idiosyncrasies très particulières. Par exemple, la région occidentale du Delta, et c'est une région surtout, comme vous pouvez le voir dans la carte à droite, c'est une région très peu habitée. On a trouvé très peu vraiment de sites urbains ou même des villages. Et donc ça veut dire que c'est un espace traversé par ce qu'on appelle les Libyens. Les Libyens, en égyptologie, ça veut dire tous les gens qui habitent à l'ouest de l'Égypte. Mais ce n'est pas une culture uniforme. Il y a des groupes très divers. Et donc ce sont des gens qui vont croiser évidemment les frontières pour profiter des ressources hydriques et des pâturages du delta. C'est la même chose dans la région de l'Égypte moyenne. Là, c'est une région avec beaucoup de marécages. Donc, c'est une région très difficile pour créer, par exemple, des villes, des villages, etc. Ce qui veut dire que la mobilité et le pastoralisme restent vraiment très importants tout au cours de l'histoire égyptienne. En tout cas, jusqu'à, disons, 1000 avant notre ère. Éléphantine, très souvent, au sud, c'est, disons, une localité qui marque traditionnellement la limite sud de l'Égypte. Et donc, très souvent, on l'a interprété également comme une espèce de fortification d'endroits, de villes fortifiées qui servait à maîtriser à empêcher les déplacements des Nubiens qui venaient du sud. Mais on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Et en réalité, on trouve beaucoup de nécropoles de populations nubiennes, etc., partout dans la vallée du Nil. Ce qui veut dire donc que voilà comment cette idée de mobilité est vraiment très importante. Tout cela veut dire également que l'intégration que pour construire l'État égyptien, finalement, il faut intégrer des populations très diverses. Parfois, il y a des populations qui sont plus ou moins sédentaires. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Égypte, on indique, bon, il y a eu un pharaon, Narmer, qui a unifié les pays autour de 3100 avant notre ère. Mais en réalité, c'est-à-dire le fait qu'il existe un roi qui proclame son contrôle, disons, absolu, exclusif plutôt, sur un territoire, ça ne veut pas dire que l'intégration de tous ces espaces était vraiment achevée. Et on voit par exemple que 4 siècles plus tard, là, dans la diapositive à droite, 4 siècles plus tard, il y a notre roi, Khasehemui, qui raconte des conflits dans le delta. Il indique par exemple dans la base de 2 statues qu'il a écrasé à peu près 46 000 personnes. Donc en bas, vous voyez à notre image, c'est la tête de massue du pharaon Narmer, qui raconte à peu près un conflit ou quelque chose qui s'est passé au delta. Il présente des prisonniers, il indique qu'ils sont 120 000 prisonniers, ce qui est vraiment énorme pour l'époque, et surtout des quantités massives de troupeaux. 1 400 000 bovidés, et plus d'1 422 000 petit bétail, disons, c'est un mélange de moutons, de chèvres, etc. On ne sait pas comment interpréter exactement ces monuments, c'est peut-être une espèce de recensement de ressources du delta et de la population, mais en tout cas, cette idée de conflit va rester très durablement, et parfois il y a des populations à l'intérieur qui vont échapper au contrôle des rois et qui vont mener une vie plutôt autonome. Même par exemple, je reviens peut-être sur une diapositive antérieure, dans le delta oriental, vous voyez qu'il y a une espèce de grand lac et tout,
Et là, il y a eu des populations qui habitaient dans les marais, qui se déplaçaient, qui étaient parfois des pêcheurs, parfois des pasteurs, parfois des pirates. Et donc, ce sont des gens qui étaient plus ou moins indépendants jusqu'à l'époque gréco-romaine. C'était des gens qui posaient toujours des problèmes pour les Romains. Donc, vous voyez à peu près comment s'est constitué le pays. Et donc, pour l'idéologie pharaonique naissante, on va insister toujours beaucoup sur l'idée des conflits. Et donc, vous voyez, ce sont des petits objets, enfin des petites plaquettes en ivoire qui viennent de la tombe de Narmer. Et vous voyez des listes parfois, enfin, une ligne de prisonniers avec les coups attachés. Vous voyez des gens qui se prosternent, qui sont habillés à peu près, avec les traits des gens, surtout de l'Asie. Ils portent une barbe, et les cheveux sont très différents. Et là, par exemple, à nouveau, à droite, il y a des images, enfin, des prisonniers et tout. Donc, c'est-à-dire les premiers pharaons de l'Égypte ont construit leur légitimité sur l'idée de l'écrasement des étrangers. J'insiste toujours, c'est un élément surtout idéologique. Ça existe évidemment des conflits de guerre, mais une manière finalement de légitimer une royauté qui est en train de se constituer à cette époque-là, autour de 3100 avant notre ère, c'est le fait de dire, bon, je protège la vallée des populations environnantes. Cela implique également la construction d'une espèce d'imaginaire où on commence à établir une distinction très nette entre les Égyptiens et les populations environnantes. C'est-à-dire les Égyptiens sont habillés avec cette espèce de petites jupes, etc. Et, bon, tandis que les étrangers, parfois, ils sont nus, ou ils portent par exemple des queues d'animaux, ils portent des plumes sur la tête, des coiffures très, très particulières, etc. Et donc, on les présente comme si leur mode de vie était complètement différent de celui des Égyptiens, que ce soit des chasseurs, des bergers, etc. Mais en tout cas, cette idée parfois d'un milieu environnant qui peut être un peu hostile, on le voit par exemple dans une autre palette, c'est celle qu'on appelle la palette libyenne, où dans une phase, vous voyez des troupeaux, etc., les symboles de la Libye, et en bas, l'image de certains enclos, ou villes, enfin des petites, pas vraiment des villes, mais des villages ou des sites fortifiés qui sont détruits par les pharaons, représentés avec beaucoup d'éléments différents, parfois sous la forme de différents animaux. Donc voilà comment finalement se constitue un imaginaire pharaonique où les gens qui habitent à l'extérieur, que ce soit à l'est, à l'ouest et au sud, sont toujours hostiles. Et donc la mission du pharaon, évidemment, c'est protéger la population, ce qui justifie finalement les prélèvements d'impôts. Bon, si on abandonne un peu tous ces éléments de l'idéologie, on voit en réalité qu'au troisième millénaire, les déplacements et les contacts à travers le désert sont vraiment importants. On voit par exemple bon, ici je passe très rapidement à nouveau, comment il y a une espèce de symbolisme de la couronne qui insiste toujours depuis une époque très reculée sur l'idée de guerre, et cette fois-ci avec les gens du Sud. Ça, c'est un relief qu'on a redécouvert à une date relativement récente. C'est antérieur à l'unification du pays. Et vous voyez déjà dans le centre de l'image comment il y a une personne qui porte la couronne blanche de la Haute-Égypte. C'est-à-dire qu'il y a une idéologie royale qui se met déjà en place à une époque très reculée. À nouveau, avec l'idée des conflits, des prisonniers qui sont capturés et parfois même assassinés. Ensuite, il y a toute une symbolique des bateaux qu'on ne comprend pas très bien. Il y a toujours avec des emblèmes des animaux. Tout cela véhicule une idéologie qui nous échappe en grande mesure. Mais à la même époque, entre la fin du 4e millénaire et le 3e millénaire, on voit des populations du désert qui traversent le désert occidental, par exemple, et qui s'installent en Égypte. On arrive à les repérer archéologiquement grâce, par exemple, entre d'autres objets, ce que vous voyez ici à gauche. C'est ce qu'on appelle les Clayton Rings. On ne sait pas exactement très bien à quoi ça sert. Apparemment, on l'utilisait pour, disons, cuisiner des plantes du désert afin d'obtenir des racines qui étaient très prisées par les populations de la vallée du Nil. Que ce soit des plantes aromatiques. Il y a des gens qui pensent que ça pouvait être même une espèce de protection contre les moustiques, enfin une espèce de crème qu'on pouvait s'appliquer, etc. Mais en réalité, on ne connaît pas très bien. Mais vous voyez, par exemple, dans la carte,
comme les centres surtout où on va trouver ce type d'objets correspondent plus ou moins à l'oasis de Dakhla. Et là, vous voyez comment il y a des objets qu'on va les trouver dans la vallée du Nil, même dans le désert oriental, et même dans les territoires actuels d'Israël. Ce sont des populations du désert qui se déplacent parfois sur de très longues distances. Et donc, vous voyez qu'ils traversent tranquillement l'Égypte et il ne se passe rien. Donc, ce sont des gens qui vont traverser cette région tout au cours du IIIe millénaire avant notre ère. Ensuite, on va trouver également l'oasis de Dakhla, par exemple ici à Mout el-Harab. On a découvert très récemment le fait que des Égyptiens arrivaient là-bas autour de 2700 avant notre ère et qu'ils trafiquaient avec la population locale. C'est une population qu'on appelle la culture Sheikh Mufta. Donc ce sont des gens qui probablement participaient d'une certaine manière à l'obtention des produits du désert, que ce soit des pierres semi-précieuses, des pigments qu'on va utiliser par la suite, que ce soit par exemple également des plantes aromatiques ou médicinales. C'est-à-dire qu'il y a tout un trafic, ce qui permet de comprendre les activités des personnes qui sont un peu mystérieuses à cette époque-là. Ce sont des gens qui s'appellent les Miterou, et c'est une espèce de marchands. Mais les hiéroglyphes qui déterminent le terme Miterou, c'est une espèce de bande allongée de terre qui veut dire terre très très lointaine. Et donc on va les trouver très souvent pour indiquer des gens dont la spécialité c'est apparemment le trafic avec des régions très éloignées de la vallée du Nil. Donc on peut penser par exemple que ces Égyptiens qu'on trouve par exemple ici à Mout el-Harab sont vraiment ce type de marchands qu'on trouve dans le désert. En tout cas, cette importance continue par la suite avec une autre découverte qui a eu lieu il y a quelques ans, à ce qu'on appelle la montagne de l'eau des Giedefré. Vous voyez, c'est déjà un peu plus à l'ouest de l'oasis de Dakhla. Et tout cela, c'est une découverte extraordinaire faite par un monsieur un peu particulier. C'était un banquier allemand qui a tout abandonné un jour pour acheter 4 chameaux. Et donc il est parti s'installer à l'oasis de Dakhla parce qu'il voulait essayer de trouver les traces des routes parcourues par les anciens Égyptiens dans le désert. Tout le monde s'est moqué de lui, sauf qu'il a commencé à faire des découvertes absolument sensationnelles. Pour lui, il était très encouragé par la photo que vous voyez à notre droite. C'est une photo prise par une mission militaire britannique dans les années 1920, ici à Boubalas. C'était une région vraiment très éloignée. Il faut avoir à l'esprit qu'à cette époque-là, par exemple, cette région de Jilf el-Kebir était absolument inconnue. En 1920, c'était complètement inconnu. Et pourtant, c'est un territoire qui a presque les dimensions de la Belgique. Et donc, c'est uniquement avec l'introduction des voitures adaptées pour conduire dans les déserts. Et là, vous voyez, il y a au pied d'une colline, il y a tout un ensemble de jarres. Et donc, on a pensé, bon, ce sont des bédouins qui l'utilisent quand ils font des incursions, par exemple, pour piller l'oasis de Dakhla. Sauf que quand on a fait la datation précise, elle date plus ou moins de 2600 avant notre ère. Ils sont beaucoup plus anciens. Et donc ce monsieur allemand, il a décidé de, encouragé par ce type de découverte, il a commencé à découvrir qu'à des intervalles réguliers, plus ou moins tous les 25-30 km, on découvre des dépôts similaires. Donc pour l'instant, on est arrivé à reconstituer une route qui part de l'oasis de Dakhla vers Jilf el-Kebir. Ici, c'est vraiment la limite entre la Libye, l'Égypte et le Soudan. Et ici, au Jebel Ouainat, il y a une découverte aussi extraordinaire, il y a quelques ans, d'un pharaon, Mentuhotep II, qui autour de 2000 avant notre ère, qui a laissé une inscription et qui indiquait que il essayait d'obtenir surtout des pigments, des plantes aromatiques là-bas. Évidemment, ça ne veut pas dire que les Égyptiens allaient jusqu'à la source du produit qui les intéressait. Sans doute, c'était s'adresser à un endroit où ils pouvaient rencontrer des gens qui venaient probablement de très loin aussi pour trafiquer. Et donc, c'est-à-dire là, à droite, en bas, vous voyez une inscription trouvée justement dans la montagne de l'eau de Giedefré, où le roi Khéops, le bâtisseur de la grande pyramide de Gizeh, indique comment ces représentants sont arrivés là-bas, justement, pour obtenir des minéraux et des pigments du désert. Donc, vous voyez que depuis une époque déjà très reculée, il y a une présence égyptienne qui s'affirme dans le désert occidental, qui était considéré pratiquement comme impossible à traverser avant l'introduction du chameau. Ce qui indique également qu'il y avait des conditions plus humides qui favorisaient ce type de déplacement.
On voit également de l'autre côté, et ce n'est pas uniquement les Égyptiens qui vont parcourir le désert, mais il y a des Nubiens, etc., qui vont entrer en Égypte pour faire des commerces. Là, à droite en bas, vous voyez un symbole qui apparaît dans une région du Soudan et en Haute-Égypte. Ça représente un bateau, mais c'est un bateau d'un type très particulier. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une image qu'on a vue il y a 3 ou 4 diapositives, avec des bateaux qui sont plus allongés, disons plus graciles. Ici, apparemment, ils sont un peu plus massifs. Mais c'est important parce que ce sont des inscriptions laissées par une population nubienne qu'on appelle la culture A. Et donc, la culture A, vous voyez une concentration dans ce qu'on appelle le désert de Bayouda, au Soudan, en bas. C'est une région productrice d'or. Et ensuite, vous voyez comme par hasard, comme si ces gens suivaient un itinéraire pour apporter avec eux l'or en Haute-Égypte jusqu'à certains endroits qui étaient vraiment des petits centres politiques à l'époque. On est entre la fin du 4e millénaire et le début du 3e millénaire. Et parfois, ces gens ont laissé un autre type de représentation, c'est les bateaux où un groupe de personnes sont en train de, on dit en français, aller, c'est-à-dire vraiment de tirer les bateaux pour aider les bateaux à traverser les rapides, ce qu'on appelle en Égypte les cataractes. Enfin, ça n'a rien à voir avec les cataractes, par exemple, vous avez une très belle à Niagara, mais non, là, ce sont surtout des rapides qu'il faut vraiment aller pour aider les bateaux à traverser. Ce qui veut dire que finalement, ces gens, ces Nubiens, avaient déjà un intérêt également à trafiquer avec l'Égypte. Et vous voyez parfaitement comment ils sont aussi, des initiatives à eux. C'est-à-dire quand ils trafiquent, ce n'est pas au service des Égyptiens, etc. Ce sont eux qui le font aussi par leur intérêt personnel. Ce qui veut dire que petit à petit, il y a des endroits en Haute-Égypte qui deviennent une espèce de points de carrefour où convergent des populations très diverses. Vous voyez par exemple le cas de Hierakonpolis, c'est la première localité importante de l'Égypte. On a trouvé des tombes des rois très archaïques, autour de 3500 avant notre ère, et on comprend pourquoi. Parce que finalement, c'est un endroit qui est parcouru par des gens qui viennent de toute la Moyenne-Égypte et de la Haute-Égypte, des gens qui viennent de la Nubie et des gens qui viennent aussi des déserts occidentaux. C'est un carrefour où il y a des cérémonies, il y a vraiment des fêtes, des rituels qu'on organise justement à l'occasion des échanges plus ou moins cérémoniels. Et donc c'est pour cela qu'à Hierakonpolis, on a trouvé vraiment des centres rituels et cérémoniels très archaïques, vraiment, et c'est là que les premiers rois apparaissent. Ensuite, le fait que cette région joue un rôle très important dans le commerce et surtout dans l'installation des populations des déserts, c'est quelque chose qui va continuer tout au long de l'histoire pharaonique. Vous allez trouver des références, par exemple, à la fin du 3e millénaire, avec une colonie de Nubiens installée à Jebelain. Jebelain, plus ou moins, se trouve ici. Mais vous allez trouver, je ne sais pas, à la fin du 2e millénaire également des papyrus ramessides qui nous indiquent des gens du désert occidental, des Libyens, qui s'installent dans des localités comme Armand et d'autres sites en Haute-Égypte. Vous voyez comment, finalement, il insiste, cette idée des frontières et des populations séparées, etc., ça correspond à l'idéologie pharaonique, mais elle est démentie vraiment par la réalité, finalement, par tout ce que l'archéologie nous découvre. Et donc, comme je disais avant, c'est surtout l'or qui semble jouer un rôle très important, ou très visible en tout cas, au début. C'est-à-dire, pour tout cela, on a trouvé quelques centaines d'empreintes de sceaux qui datent à peu près de 2700 avant notre ère, à Éléphantine. Et là, ce qu'elle nous indique, c'est qu'il y avait une espèce de marchands privés, que ce soit des hommes et des femmes, les mitères et mitérettes, qui arrivent à Éléphantine avec de l'or. Et donc, il y a des agents de la couronne sur place qui vont taxer tout cela et qui vont contrôler ces trafics. Et petit à petit, on voit que certains de ces dignitaires ou ces fonctionnaires de la couronne avaient des responsabilités dans d'autres localités un peu plus au nord. C'est-à-dire, on comprend qu'il y avait une espèce de logistique préparée par l'État qui assurait la circulation des caravanes ou des gens qui venaient charger avec ces produits précieux du désert. Parfois, par exemple, à El Kab, qui est
et à peu près une centaine de kilomètres au nord d'Elephantine, on voit des silos utilisés pour stocker vraiment les céréales et pour créer cette espèce de base logistique de la couronne distribuée à des intervalles réguliers, justement pour nourrir les gens des expéditions, etc., qui se déplaçaient. Très récemment, on a trouvé dans une localité également au nord d'Elephantine, qui s'appelle Komombo, des niveaux très anciens, autour du début du troisième millénaire avant notre ère. Et là, à nouveau, on trouve par exemple à droite, en haut, la mention des Miteru. Enfin, ce sont des gens, cette espèce de marchands, qui ensuite disparaissent plus ou moins vers disons, autour de 2600 et avant notre ère. Donc apparemment, il y a une transformation dans l'organisation des échanges extérieurs de l'Égypte. Et donc ces gens, soit ils disparaissent, ou pour plus probablement, ils utilisent d'autres dénominations, tandis que le terme Miter reste comme une espèce de terme archaïque. En tout cas, on a une découverte très importante qui a été faite dans les années 1930 par une mission archéologique italienne à Jebelein. Et là, on a trouvé des rouleaux de papyrus à l'intérieur d'une boîte en bois. Et donc, ce sont des rouleaux de papyrus qui décrivent la population de plusieurs villages dans la région. Et donc, on a à peu près des informations assez complètes, surtout pour 2 villages. Il y a à peu près une centaine de personnes, un peu plus, recensées. On indique les noms des têtes des familles, plus son occupation. Et donc, c'est vraiment quelque chose de précieux pour voir à peu près quelles étaient les activités d'un milieu vraiment villageois de l'Égypte à cette époque-là. On voit que la plupart des gens étaient apparemment des paysans. Ils utilisent la dénomination les serviteurs du roi. Mais on est surpris de constater qu'il y avait beaucoup de chercheurs, des gens qui collectaient du miel, et également des étrangers, enfin des nomades qui habitaient à l'intérieur des villages. On trouve plusieurs dénominations du terme nomade en égyptien, qui est celui qui est sur les sables. Et donc vous voyez à nouveau, il y a des gens, disons des nomades qui habitent parfaitement au milieu d'une communauté égyptienne avec les voisins égyptiens et qui participent à des activités sur place. Ce qui nous permet de voir à nouveau comment, et même dans des périodes un peu plus tardives, dans toutes ces régions, on commence à détecter des petits abris rocheux, qui apparemment ça ne nous dit rien, sauf qu'il y a parfois à certains endroits, comme celui-ci, près de Hierakonpolis, en Haute-Égypte, il y a des graffitis, c'est-à-dire des inscriptions laissées par des dignitaires égyptiens, mais on trouve également des représentations des gens qui viennent du désert. Et parfois, on trouve des objets, etc., utilisés au cours des cérémonies et à l'honneur de la déesse Hathor. C'est-à-dire, Hathor, c'est une divinité très importante en Égypte. Et donc, dans les rituels, très souvent, il y a des gens qui vont se déguiser comme des Nubiens ou des Libyens pour participer à des danses à l'honneur de la déesse Hathor. Donc, ce qui veut dire que finalement, il y a une espèce de culte commun pour des Égyptiens, pour des gens du désert, ce qui expliquerait probablement pourquoi on va trouver des temples consacrés à la déesse Hathor, parfois, soit à des endroits où il y a des Égyptiens et des étrangers qui collaborent, par exemple les mines du Sinaï, les mines de cuivre de Timna, au sud de la Jordanie. On trouve également à l'entrée des grands réseaux de wadis qui mènent vers les déserts occidental et oriental. On peut penser par exemple à Hathor, la maîtresse de Dendera. Et Dendera, vous voyez de l'autre côté du Nil, vraiment un ensemble de wadis qui pénètrent très profondément dans le désert oriental. Donc ces types de cérémonies sont importantes vraiment pour créer une espèce de cadre culturel commun pour que les gens puissent participer à des échanges qui sont sous la protection, disons, d'une divinité. Cela est important à une époque où il n'y a pas vraiment un droit international qui puisse protéger les activités des marchands, donc on se met sous la protection d'une divinité acceptée par tout le monde. Tout cela peut nous aider aussi à comprendre à peu près les milieux naturels de l'Égypte. Enfin, en tout cas, ici, vous voyez par exemple des réseaux de wadis qui partent de Dendera, d'Abydos, etc., vers le désert oriental. Mais un autre élément que surtout les géomorphologues sont en train de découvrir petit à petit, c'est l'importance des marécages en Égypte. Pas uniquement dans la région du delta du Nil, mais même en Moyenne-Égypte.
Donc il faut penser à des paysages très marécageux parfois, où on va trouver une faune sauvage qui survit. Ce sont des endroits qui parfois ils ne sont pas très aptes pour l'agriculture, mais en revanche ils sont très riches pour l'élevage de bétail. Il y a un autre phénomène qui arrive ici. C'est-à-dire, vous savez qu'en Égypte, il y avait anciennement la crue du Nil. Et donc, mais quand la crue du Nil s'est retirée, quelques semaines après, il y avait de l'eau souterraine qui remontait en surface. Et donc, cette eau en surface pouvait créer des cours d'eau qui duraient parfois des mois, assez importants, dans certains cas avec 200 mètres de largeur, ce qui est comme une espèce de grand fleuve à nouveau. Et donc, c'est là qui poussait, par exemple, des papyrus, des servages, etc., utilisés justement par les pasteurs égyptiens, mais également par les populations qui venaient du désert. Et là, les Égyptiens les représentent parfois. Vous voyez à droite cette image d'Hathor qui émerge d'une colline. Et au pied d'une colline, vous trouvez des papyrus. C'est-à-dire c'est un milieu humide. Pourquoi? Parce que surtout ici, dans la rive ouest du Nil, normalement, ce type d'eau remonte justement au pied des falaises. Et donc, les pieds des falaises deviennent un endroit très riche en ressources hydriques et en pâturage. Donc, vous voyez comment parfois l'iconographie égyptienne nous indique déjà l'existence d'un phénomène qui, jusqu'à très récemment, on ne comprenait pas très bien pourquoi les Égyptiens représentaient Hathor dans ces cadres-là. Il y a un autre élément aussi qui nous aide à comprendre parfois l'existence de ce type d'écosystèmes anciens. C'est la faune sauvage, surtout certains animaux qui ont besoin de conditions naturelles très particulières pour survivre. Par exemple, c'est l'auroch. L'auroch, c'est cette espèce de taureau sauvage. Le dernier a été chassé en République tchèque en 1623, il me semble. Mais il était présent dans toutes les forêts, en Europe, en Afrique du Nord, etc., même en Égypte. Et là, vous voyez par exemple le pharaon, je pense que c'est Ramsès III, qui est en train de chasser un auroch dans un milieu très boisé du delta. Parce que justement, l'auroch a besoin d'un milieu très particulier. C'est un milieu de bosquets, un milieu arbustif, etc. Et donc, quand on voit la représentation, par exemple, à droite, de la chasse à l'auroch qui apparaît dans plusieurs tombes de la moyenne Égypte au Moyen Empire, tout cela nous indique que vraiment les paysages dans cette région-là étaient désertiques, mais quand même avec des zones entières, avec des bosquets où ce type d'animaux pouvaient se cacher. Parfois, les inscriptions parlent des chasses où on a tué des centaines d'animaux, où on a capturé des centaines d'animaux. Et dans les deltas occidentales, dans la moyenne Égypte, etc. Donc voilà, tout cela nous indique qu'il existait des conditions naturelles qui ont disparu de nos jours, mais qui à l'Antiquité jouaient un rôle très important dans les activités productives et parfois rituelles. Et ensuite, il y a un autre protagoniste très sympathique, c'est le crocodile. Mais c'est une découverte qu'on a faite très, très récemment. C'est-à-dire, normalement, on pensait qu'en Égypte, il existait uniquement les crocodiles du Nil. Cet animal est parfois 6 mètres de longueur, avec un très mauvais caractère. Mais avec l'analyse des momies, on a découvert qu'il y avait un autre type de crocodile, ce qu'on appelle les crocodiles de l'Afrique de l'Ouest. C'est un animal plus petit, entre 2 mètres, maximum 3 mètres. Et lui, il habite surtout parfois dans les wadis, ou parfois dans des petites, des petits bassins, même dans les déserts. Celui-là, il fait partie d'une petite colonie de crocodiles qui habitent toujours dans l'Ennedi, au Tchad. C'est-à-dire, vous avez des centaines de kilomètres de désert autour, mais là, il y a des animaux qui ont resté attrapés, disons, depuis les périodes de la dessécation des grands lacs que je vous avais montré au début. Il faut dire que, par exemple, dans des pays comme la Mauritanie, il en reste à peu près une soixantaine de bassins, de petits fleuves, etc., où on peut trouver ce type d'animal du désert. Quelle particularité? Alors, pendant la saison sèche, ils vont faire l'estivage, c'est-à-dire pas l'hivernation, mais le contraire. Ils vont s'endormir pendant l'été, et donc quand les pluies arrivent, etc., ils ressortent en surface. Qu'est-ce que ça veut dire finalement de l'existence de ce type de crocodile en Égypte? Probablement que la région des wadis réussissait à stocker de l'or, à conserver de l'eau bien après la crue du Nil, ce qui veut dire qu'il y avait une faune sauvage qui peuplait cette région, qui apparaissait très souvent
Donc il y a des mythes parfois égyptiens qui nous parlent des crocodiles qui viennent de la grotte, etc. On a donc probablement un indice ici. Donc à nouveau, tout cela nous renvoie à des conditions un peu plus humides, avec beaucoup plus de végétation qu'aujourd'hui, et donc ça favorise justement les déplacements des populations pastorales. Même les inscriptions pharaoniques, comme celle de Henku, un officier de la couronne qui a vécu à la fin du IIIe millénaire, nous parle de l'existence de ce type de conditions dans la vallée du Nil. Lui, il indique comment, bon, il est le gouverneur d'une province, de Gebraoui, il indique que dans sa province, il y a des populations mobiles, c'est-à-dire des gens qui pratiquent la pêche, la chasse, des oiseaux, sont des bergères, etc. Et les troupeaux, pas trop, je sais pas, dans les collines qui entourent la vallée du Nil. Et donc il indique comment il a forcé ces gens à s'établir dans des villages. C'est-à-dire, il les force à se sédentariser. Si on les sédentarise, on peut les contrôler, donc on peut les taxer. Et donc c'est ça qui est important, et donc pour constater justement comme il y a tout un paysage qu'on est en train de découvrir grâce à la géomorphologie aujourd'hui. Enfin, vous savez que le Nil a bougé vers l'est historiquement, c'est-à-dire depuis l'Antiquité. C'est-à-dire se déplacer, ça dépend des régions, entre 2 et 5 km. Ce qui veut dire, par exemple, si vous faites de l'histoire économique de l'Égypte, que des régions qui aujourd'hui sont en plaine et agricoles, peut-être il y a 4000 ou 5000 ans, c'était le Nil traversait cette région au milieu. Et donc il y a petit à petit un phénomène également de formation de ce qu'on appelle les îles nouvelles. Ce sont des zones où les sédiments s'accumulent, parfois la végétation pousse, et donc ça devient de la terre ferme. Donc petit à petit, les canaux qui séparent ces îles, par exemple de la rive ouest, surtout du Nil, deviennent comblés par les sédiments, et c'est ça qui permet, disons, le déplacement du Nil vers l'est. Mais pendant un certain temps, ces îles nouvelles sont très riches d'un point de vue agricole. Et c'est là où, par exemple, les pharaons vont créer des exploitations agricoles. On trouve, par exemple, des mentions très fréquemment à la période ramesside. Parfois, cette espèce d'exploitation des ressources situées dans les limites de la vallée du Nil vont provoquer des conflits. Donc ici, par exemple, j'indique à droite quelques passages tirés des annales du roi Snofru. Snofru, il a vécu autour de 2600 et avant notre ère. Il indique, voilà, comment il a mené, par exemple, une expédition contre les Nubiens. Il a capturé 7000 prisonniers et à peu près 200 000 têtes de bétail et des animaux. Ensuite, dans un autre passage, il indique qu'il a capturé 1100 Libyens, et je pense que 11 000 têtes de bétail. Et comme par hasard, juste après ce type de campagne militaire, il indique la création des centres agricoles de la couronne. C'est-à-dire qu'on a besoin de la main-d'œuvre pour la mettre à produire pour l'État. Donc c'est quelque chose qui va arriver très souvent, on va voir par exemple par la suite. On voit également des régions où interviennent parfois des agents de la couronne, à l'époque des Snofru et de son successeur Khéops. Et c'est toujours, vous voyez une intervention surtout dans les marges occidentales du delta. C'est-à-dire, vous voyez à peu près comment, là où la couronne essaie de créer, par exemple, des domaines agricoles et installer des troupeaux, etc., il va arriver des conflits avec les populations qui utilisaient déjà ce type d'espace. Et donc, ce que les Égyptiens très souvent nous présentent comme des invasions, il faut les considérer surtout comme des conflits liés à l'exploitation des ressources. Parfois, on les voit déjà à cette époque-là. Mais c'est quelque chose qui va continuer tout au long de l'histoire égyptienne. Par exemple, ici, vous savez, je suis désolé, je n'ai pas réussi à trouver une image de meilleure qualité. Mais c'est ce qu'on appelle les guerres libyennes de Saouré. Saouré, c'est un roi qui a vécu autour de 2405 ans et avant notre ère. Et voilà, il indique ici dans ce relief magnifique comment il a mené une guerre contre les Libyens. Bon, les chefs libyens et leurs familles sont représentés à Genouillé, à Note. Ensuite, on indique des quantités astronomiques de bétail. C'est-à-dire ça tourne autour de 200 000. 200 000 bœufs et vaches, 200 000 ânes, 200 000 moutons, 200 000 chèvres. Évidemment, la Libye n'a pas de ressources pour alimenter tous ces troupeaux gigantesques. Et même si les chiffres sont très exagérés, ça veut dire que l'élevage constitue une base économique très importante pour les populations libyennes.
c'est ce qui veut dire qu'ils ont besoin finalement d'avoir accès à des ressources hydriques et des pâturages. Donc, ce qui implique l'existence d'accords avec les autorités égyptiennes. Et ce n'est pas par hasard que dans les déserts, enfin, dans les limites occidentales du delta, il y a une localité qui s'appelle Kom el-Hisn, et là, il y a des fonctionnaires égyptiens, on connaît à peu près une douzaine, qui ont vécu au 3e millénaire avant notre ère. Et eux, ils sont spécialisés dans les contrôles des pâturages et parfois dans le contrôle des populations du désert. Donc, très probablement, c'était des gens qui veillaient un peu à réguler les échanges et les déplacements de ce type de population. On connaît des phénomènes similaires dans les deltas orientales. Par exemple, des dépêches ramessides qui nous indiquent, voilà, il y a un tel groupe nomade qui arrive avec leurs troupeaux. Est-ce que je peux leur donner la permission pour qu'ils traversent ces postes et puissent abreuver et nourrir leurs troupeaux dans les deltas? Donc, c'est donc un phénomène récurrent qui apparaît tout le temps. Donc, je voudrais ensuite conclure très rapidement, dans les 5 minutes qui viennent, avec un tournant qui se passe à la 6e dynastie en Égypte, c'est-à-dire autour de 2305 ans avant notre ère. On voit que parfois, enfin, c'est une période surtout enfin, où l'Égypte s'intègre de plus en plus dans des sphères marchandes et d'échanges qui couvrent à peu près tous les Proche-Orient, etc., mais parfois des régions qu'on ne s'attendrait pas, comme le nord de l'océan Indien. On sait qu'il y a des plantes et des animaux qui circulent par voie maritime entre l'Inde et l'Afrique de l'Ouest. Et donc, vous voyez que les pays de Punt, cette région-là, deviennent un carrefour stratégique parfois pour obtenir ce type de produits. Et donc, ce qu'on voit ici, surtout, c'est que, pour une chose qu'on a découvert très récemment, c'est que les premiers rois de la 6e dynastie, ce sont des gens qui trafiquaient avec la ville d'Ebla. Bon, Ebla, elle est située à peu près ici. Et donc, il y a toute une archive cunéiforme de cette époque-là qui nous indique que les rois d'Ebla trafiquaient avec les pays de Dugurasu. Et donc, Dugurasu, on sait que c'est l'Égypte, la dénomination qu'ils donnaient à l'Égypte. Et donc, Dugurasu, c'était l'Égypte exportait de l'or, exportait des textiles, et des pierres semi-précieuses et des changes. Apparemment, les changes étaient très appréciés dans les cours du Proche-Orient. Il y a un échange, l'Égypte importait aussi des textiles de qualité, de l'argent, des laitans, fondamental pour la production du bronze, etc. Et c'était un trafic assez intense. On donne les noms des marchands égyptiens qui se déplaçaient à Ebla. Et on sait que la ville de Byblos, le port de Byblos, était crucial dans ce type de commerce. Mais voilà, l'Égypte devient très intégrée, surtout avec des activités très spécialisées, l'export de l'or, etc. Et donc, tout cela s'est passé dans le cadre d'accords diplomatiques entre les rois d'Ebla et les rois d'Égypte. Donc, tout cela peut expliquer pourquoi les pharaons de la 6e dynastie ont développé tout un système logistique très complexe avec justement les huttes, cette espèce de centres de la couronne qui servaient de centres de stockage, de gestion des ressources. Et on sait, par exemple, par des inscriptions de certains dignitaires égyptiens, qu'ils servaient à ravitailler les armées, mais également les expéditions égyptiennes qui venaient de la Nubie. Donc, le trafic avec la Nubie s'intensifie à cette époque-là. Et donc, c'est pour cela qu'on trouve aux alentours d'Éléphantine, au sud de l'Égypte, des inscriptions d'un des pharaons de la 6e dynastie, le pharaon Merenre. Il indique une chose extraordinaire. Il s'est déplacé à Éléphantine pour rencontrer les chefs nubiens là-bas. Donc on pensait, bon, voilà, ce sont des gens qui viennent rendre hommage au pharaon, mais pourquoi quand même les pharaons se déplacent là-bas? Et donc je pense qu'il faut comprendre cette activité, disons, diplomatique dans le cadre justement de l'intensification du commerce avec Ebla et le Proche-Orient. C'est-à-dire, l'Égypte exporte de plus en plus de produits qui viennent de l'intérieur de l'Afrique. J'avais oublié de citer l'ivoire. L'ivoire est également très important. Donc, il faut arriver à des accords avec les chefs nubiens qui habitent tout au sud d'Éléphantine, justement pour assurer le passage des caravanes. Il y a le récit merveilleux, par exemple, d'un chef de caravane, Erhouf, qui indique justement comment il a profité de la protection des chefs nubiens face à l'hostilité des populations du désert. Vraiment, c'était quelque chose d'important. Donc, le fait d'arriver à ce type d'accord commercial,
ça veut dire que c'est profitable pour les deux parties. Finalement, ce sont aussi ces chefs nubiens qui vont profiter de la richesse qui traverse le territoire pour accumuler, enfin, je ne sais pas, de l'or, d'autres produits. Et donc, ce n'est pas par hasard si un peu plus tard, toute la Nubie devient unifiée. Et ça, ça sera le premier État soudanais connu, c'est le royaume des Kous. Évidemment, il y a la possibilité de conflits. Et donc avant de partir en caravane, apparemment, les Égyptiens effectuaient ce qu'on appelle des rituels d'exécration. C'est-à-dire que ce sont des figurines qui représentent très grosso modo une personne, et on va inscrire les noms des pays et des personnes potentiellement hostiles. Et donc on a trouvé une belle quantité de figurines, par exemple, de la 6e dynastie. Et donc c'est un outil précieux parce que tout cela donne les noms des pays, etc., qui étaient en contact avec l'Égypte. Il donne aussi également la liste des ennemis de l'Égypte. Et on voit des gens qui portent des noms nubiens, mais également des Égyptiens. Et donc apparemment, il y avait des Égyptiens qui habitaient au milieu des populations nubiennes, peut-être comme des médiateurs, enfin intermédiaires pour les activités commerciales, etc. Tout cela implique donc l'existence de tout un réseau de routes qui traversent, pour arriver à la source de tous ces biens précieux. On peut suivre la ligne, les Nils, mais on peut également suivre les pistes du désert. Et là, vous voyez à peu près que la région de Yilfel-Kebir et de Ouinat, elles sont capitales pour ce type de trafic. Parce qu'évidemment, quand on trafique, on essaie de le faire dans les conditions les meilleures pour tirer le profit maximal. Donc, si par exemple vous partez d'Assouan et vous devez arriver à un point pour collecter des biens précieux, mais vous devez payer à chaque fois à des intermédiaires nubiens, peut-être parfois c'est beaucoup mieux de trouver une route alternative, même si elle est plus longue, parce qu'elle peut être plus lucrative. Et donc Erhouf, à nouveau, il indique comment parfois il suivait la route du Nil, mais parfois la piste du désert pour arriver aux endroits qui l'intéressaient pour collecter des biens. Enfin, c'est un peu comme ce qui s'est passé, je ne sais pas, à l'époque, à la fin du Moyen-Âge, quand l'Espagne a découvert, disons, par hasard l'Amérique, parce qu'on essayait de trouver une route pour les épices de l'Asie orientale qui ne soit pas contrôlée par les marchands perses, turcs, etc. Donc, on pensait trouver quelque chose de plus lucratif. Et donc, vous voyez que c'est un phénomène qui arrive à toutes les périodes. Ici, à droite, vous voyez une inscription qui a été trouvée il y a 15 ans à peu près. C'était une grande surprise ici à Jebel Ouinat. Et voilà, c'est un pharaon le pharaon qui a réunifié l'Égypte autour de 2005 ans avant notre ère. Il indique, que des expéditions qu'il avait détachées étaient arrivées ici très très loin. Mais par la suite, c'était des expéditions qui n'ont pas continué. Probablement déjà parce que les conditions climatiques s'étaient dégradées tellement que ici étaient vraiment très très coûteuses. C'est également l'époque autour de 2000 où il y a un wadi, ici c'est le wadi Howar, qui portait avant de l'eau de manière permanente. Et à cette époque-là, la partie finale devient complètement sèche. Donc tout cela difficulte vraiment le trafic à travers le désert. Mais en tout cas, jusqu'à la fin du 3e millénaire, les Égyptiens vont créer toute une logistique très complexe, même à l'intérieur de l'oasis de Dakhla. Là, il avait des administrateurs égyptiens qui portaient des titres, ils partageaient la culture égyptienne, ils se faisaient enterrer dans des mastabas avec des belles inscriptions et tout. Et là, la surprise, c'est là qu'on a trouvé des tablettes en argile, il y a plusieurs centaines, avec l'enregistrement des activités ordinaires qui se passaient dans les palais des gouverneurs de Dakhla. Et là, on voit qu'à nouveau, les trafics avec des pays très lointains étaient assez importants. On trouve parfois les mentions des pays, mais on est incapable de les replacer sur une carte, malheureusement. On indique également l'arrivée des chefs des pays étrangers, etc. Et donc, ce type de système administratif va disparaître plus ou moins vers la toute fin du 3e millénaire. Mais en tout cas, j'essaie de présenter d'une manière très rapide à peu près quelques découvertes, quelque chose qui puisse nous indiquer finalement qu'il y a parfois beaucoup de choses à repenser en égyptologie, comment finalement les contributions de l'archéologie et parfois de l'épigraphie peuvent nous apporter des surprises qui nous forcent vraiment à repenser tout ce qu'on croyait savoir jusqu'à maintenant.
Donc je vous remercie énormément de votre attention et surtout de votre patience. Merci.